c'est ça. C'est des variants rares, des mutations qui causent des maladies mendéliennes où les variants ont un effet élevé. Et comme les variants sont rares, ces maladies sont rares, quel que soit le modèle d'hérédité. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on va glisser le long de cette pente en parlant de pathologies où la fréquence des allèles est plus grande, leur effet est plus modeste, mais leur combinatoire va aboutir à des maladies relativement communes. Alors ça a conduit certains à tirer un axiome de ça en disant maladie rare, variant rare, donc maladie commune, variant commun. Common disease, common variant. C'était le leitmotiv. Je dis c'était parce que autant ça, on en est sûr, encore qu'on puisse arriver à affiner les choses avec la participation de l'environnement et d'autres gènes modificateurs dont on a parlé ensemble, mais ça, c'est quand même du solide. Variant rare, maladie rare. Autant variant commun, maladie commune, ce n'est absolument pas démontré. Et on est en train de voir qu'il y a une espèce de retour sur cet axiome qui était bien pratique. C'était vendeur, comme on dit, mais c'est absolument pas démontré que cette histoire soit vraie. Et aujourd'hui, par des études qui ne sont plus des études d'association génétique, je vous en dirai un mot tout à l'heure, qui sont des études qui font beaucoup d'hypothèses au départ, pas toujours vérifiées, et qui ne conduisent pas à des démonstrations biologiques solides, même si elles sont intéressantes, des études d'association génome entier, Genome Wide Association. Ces études-là ont trouvé, sous l'hypothèse variant commun, maladie commune, beaucoup de variants de prédisposition à l'autisme, au cancer, à la maladie d'Alzheimer, etc., etc. Mais très peu de biologie derrière. Et en reprenant, non pas ces études-là, mais des études de séquences de génome, puisqu'on peut les faire désormais, on aboutit à des conclusions qui sont largement différentes. Et qui disent que ces études ne sont peut-être pas fausses, mais peut-être ce qu'elles ont montré, c'est effectivement quelques variants communs qui participent un peu à des pathologies, mais quand on prenait 10 000 malades atteints d'Alzheimer, on arrivait à détecter ces petites participations-là, mais ce n'est pas ça véritablement l'essentiel. L'essentiel, c'est une combinatoire de quelques mutations nouvelles à effet intermédiaire, combinées à l'environnement, combinées à ces variants communs, etc. Donc on est encore, vous le comprenez, très très incertain sur cette zone du champ de bataille ici. Quels sont les modèles qui ont été proposés pour l'hérédité multigénique ou multifactorielle? Qu'est-ce que dit Carter dans les années 60? C'était à propos des malformations, en l'occurrence ici à propos des fentes du palais, de la lèvre avec ou sans fente du palais. C'est cette espèce de courbe gaussienne qui dit il y a chez tout le monde une susceptibilité à la malformation. Cette susceptibilité, je propose qu'elle dépende d'un seuil, threshold, au-delà duquel le risque de malformation est important, un seuil biologique. C'est extraordinairement théorique cette affaire, hein. C'est complètement théorique, mais c'est quand même très intéressant. Et tout le monde a un risque, ça c'est la distribution du risque dans la population générale, donc une courbe gaussienne avec distribution du risque gaussienne, et vous voyez que seule une petite fraction de personnes, peut-être 1% de la population, c'est à peu près ce qu'on voit dans les fentes, serait atteint parce qu'elle a un risque qui est supérieur à ce seuil biologique. Et quand vous êtes des apparentés de premier degré, first degree relatives, à des personnes qui ont une fente, alors votre gaussienne se déplace ici et vous avez un risque plus important. C'est cette histoire qui a prévalu et qui est encore, qui n'est pas exclue complètement. Et pourquoi Carter, qui n'était pas un illuminé, qui a tout d'un coup une révélation d'une courbe gaussienne comme ça, il a beaucoup travaillé sur les observations et donc une science empirique, qui n'était pas une science expérimentale, mais qui était empirique. Il dit, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce que je vois et qu'est-ce que je vois? Je vois plusieurs choses.
je vois que dans cette maladie commune, la fente du palais et la fente de la lèvre avec ou sans fente du palais, plus l'incidence est élevée, plus le risque aux apparentés est faible. Je vois aussi que plus on s'éloigne de la personne atteinte, le cas index, plus le risque diminue pour les apparentés, mais il diminue très vite. Il ne diminue pas il a calculé ça sur évidemment, vous imaginez, des centaines de pédigrés de fentes palatines, avec ou sans cas multiplex. Multiplex, c'est plusieurs personnes atteintes, ou familiaux, si vous voulez. Et le risque ne se diminue pas par 2 à chaque méiose, comme on l'avait vu pour la transmission mendélienne. Je transmets ou pas l'allèle à risque dans les maladies autosomiques récessives. Il multiplie avec le carré de la distance génétique. Donc très très vite, on perd l'augmentation de risque pour retomber sur le risque de la population générale. Le risque aux apparentés, le calcul de risque aux apparentés varie suivant les familles. Ça n'a pas l'air d'être le même partout et aussi ça varie, ça se stratifie suivant les groupes de population. Il semblerait que le groupe de population, le fond génétique, va jouer un rôle. Plus la malformation est sévère, plus j'ai l'impression que le risque augmente chez les apparentés. Et puis il a observé aussi quelque chose d'intéressant qui se vérifie dans beaucoup de maladies multifactorielles, multigéniques ou multifactorielles, c'est que le risque aux apparentés est d'autant plus élevé que le sexe de la personne atteinte, le cas index, est celui qui est le sexe de la personne atteinte est celui qui est en général le moins atteint. Imaginez que vous ayez une maladie qui touche plus les garçons, et il y a plusieurs malformations qui correspondent tout à fait à ça, elle touche plus les garçons que les filles. Eh bien, si une fille est atteinte dans la famille que vous étudiez, le risque est plus élevé chez les apparentés que si c'est un garçon. D'une certaine manière, l'instinct vous dirait les facteurs génétiques qu'il a fallu pour la pénétrance du trait de cette combinaison génétique chez une fille sont plus pénétrants et vont donc rendre les garçons encore plus susceptibles qu'ils ne le sont d'habitude. Et c'est ces observations-là, plus toutes sortes de savants calculs, qui ont conduit Carter à cette hypothèse gaussienne, où ces petits x, je ne vais pas vous faire les formules, mais où la déconstruction, enfin, l'analyse de la courbe gaussienne correspondait bien à ces observations empiriques. Comment Wright et Haldane et Fischer avaient imaginé l'affaire, c'était que cette gaussienne de Carter, en réalité, est la résultante d'un système multi-allélique indépendant où vous dites « j'accumule les effets génétiques liés à des variants fréquents adélocies indépendants, chacun d'eux ayant un effet limité, nécessaire mais non suffisant, possiblement, et ça c'est très important, interagissant entre eux et avec l'environnement. » Qu'est-ce que ça dessine? Ça c'est un système mono-allélique, petit a, grand A, il y a 3 catégories de personnes, avec si la fréquence des allèles est équilibrée, vous avez exactement ça, 25%, 50%, 25% des génotypes. D'accord, vous êtes d'accord? Vous avez un système biallélique, petit a, grand A, il y a 25% d'homozygotes petit a, 25% d'homozygotes grand A, 50% d'hétérozygotes, d'accord? Vous dites maintenant, j'ai 2 systèmes indépendants, un sur le chromosome 2, puis un sur le chromosome 18, ils concourent à participer à cette hérédité multigénique. J'ai alors 5 génotypes possibles. J'ai les doubles homozygotes, petit a, petit b, grand A, grand B, grand B, et puis j'ai ces catégories-là. Vous prenez 3 systèmes et vous prenez plein de systèmes, vous aboutissez à la gaussienne de Carter. Donc c'est ça ce que le slogan maladie commune, variant commun, c'est ça. C'est de dire il faut être dans un phénotype, pour être dans un phénotype atteint, il faut être dans un génotype moins fréquent, qui est la combinatoire d'allèles de prédisposition, nécessaires pour la plupart d'entre eux, indépendants,
mais non suffisants individuellement pour donner ce phénotype. Et seuls ceux qui auront le génotype à risque à 3 loci ou 2, et donc on va retrouver notre seuil ici par exemple, petit a, petit b, petit c, ou être de ces 3 génotypes-là, va donner la prédisposition à la maladie commune. Alors il y a des variations très nombreuses sur ce même thème, suivant le poids qu'on attribue à chacun de ces gènes. Là, dans ces courbes-là, c'est un poids absolument identique, avec une répartition de fréquences identique. Ils ont chacun 2 allèles de fréquence égale, et ça vous dessine une belle gaussienne. Il se peut, et c'est un modèle qui est pas du tout invraisemblable, qui est même très vraisemblable pour un certain nombre de maladies, où il y a un gène majeur qui joue un rôle décisif, qui est absolument nécessaire, mais pas toujours suffisant. Voici les 3 génotypes pour ce gène majeur, P2 de PQ plus Q2, c'est les hétérozygotes, les homozygotes normaux, les hétérozygotes et les homozygotes pour les allèles de prédisposition. Mais il y a quand même un seuil, et c'est ce seuil qui est déterminé par d'autres gènes, voire des facteurs d'environnement. Je ne vous demanderai jamais de calcul là-dessus, je ne saurais même pas les faire moi-même, mais c'est des choses complexes. Mais il faut que vous ayez un petit peu en tête la difficulté. Ce qu'il faut retenir, c'est la difficulté de ces modèles, l'incertitude où nous sommes, la grande complexité, parce que ça, c'est comme ça, oui, c'est super, ça explique tout. Mais en fait, vous avez compris que chacun de ces gènes n'aurait pas le même poids, l'équilibre des variants n'est pas les mêmes, qu'on peut imaginer des variants nouveaux et des variants hérités, que l'on peut imaginer faire l'hypothèse d'interaction génique, ce qu'on appelle en génétique l'épistasie, c'est-à-dire que l'effet du gène A et l'effet du gène B ne sont pas additifs, A plus B, mais c'est multiplicatif pour un trait quantitatif. C'est avoir A vous donne un certain effet, avoir B un certain effet, et avoir A et B ne vous donne pas la somme de ces 2 effets, mais quelque chose de beaucoup plus important, ce qu'on appelle l'épistasie, et puis l'interaction avec l'environnement. Donc tout ça est d'une très 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 grande complexité. Retenez la difficulté de cette modélisation, l'importance d'y arriver. Et donc il y a toutes sortes de séries de généticiens épidémiologistes ou quantitatifs qui travaillent sur la modélisation de ces maladies multifactorielles, et que l'enjeu, en revanche, en termes de physiopathologie, est absolument essentiel pour comprendre des maladies communes. Tout ça pose la question aussi de dire, c'est bien gentil toute cette affaire, mais est-ce que vraiment il y a de la génétique là-dedans? Après tout, est-ce qu'on n'est pas juste hypertendu parce qu'on est hypertendu, parce qu'on est obèse, parce qu'il y a la malbouffe, parce qu'on prend trop de sel, parce que notre alimentation est mauvaise, et puis c'est tout. Donc ça pose la question très fondatrice, qui est en amont de ce que je viens de vous dire, c'est de dire, si vous étudiez une maladie, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a des facteurs génétiques dedans? Pour les maladies qu'on a vues jusqu'à présent, les maladies rares, c'est pas très compliqué parce que malheureusement, les patrons de ségrégation, l'observation des transmissions dans les familles est criante. Les achondroplastes naissent toujours, ou quasiment toujours, de parents indemnes, et c'est toujours un cas nouveau, et c'est le même. Et s'ils ont une descendance, il y a un enfant sur 2 qui est atteint. C'est vraiment au carré, il n'y a pas 36 solutions. La mucoviscidose, vous prenez 100 cas de mucoviscidose, il y a les proportions attendues par rapport, observées par rapport aux proportions attendues de récidives, de cas familiaux, etc., suivant la transmission mendélienne des maladies autosomiques récessives. Donc la ségrégation, c'est-à-dire la transmission des phénotypes dans ces familles, parle pour elle-même. Et pour vous dire, on a affaire à un modèle mendélien probablement monogénique. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un hypertendu chez un... Je ne sais pas pourquoi j'en veux à l'hypertension tout le temps, mais enfin bon, un diabétique, et puis vous avez un autre cousin qui est diabétique. Pourquoi est-ce que, au fond, la génétique aurait à voir avec ça? Ce n'est pas absolument évident. Quand vous avez, je vais prendre un exemple un peu provoquant, mais quand vous avez une personne qui est tuberculeuse dans une maison, dans une famille, c'est très souvent, il y en a un deuxième qui est tuberculeux. Est-ce que c'est la génétique? C'est peut-être le fait qu'ils se sont contaminés l'un l'autre dans des chambres voisines, dans la même famille. Alors
parenthèse, c'est un vrai sujet, parce que, oui, c'est ce qui tombe sous le sens, c'est de dire, attendez, c'est une maladie infectieuse, il est un peu zinzin. La génétique là-dedans, c'est le BK qui arrive, et je te le passe avec un crachat. Eh bien, figurez-vous, notez pas, hein, qu'il y a un laboratoire entier à l'Institut des maladies génétiques qui travaille sur la génétique des maladies infectieuses. Et c'est pas si...